Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, il sera question de notre premier TP. Alors pour vous, j'ai fait donc un petit exercice qu'on va traiter ensemble. Il s'agit en fait de créer un système pour automatiser la gestion des inscriptions pour un établissement. Donc en l'occurrence ici, l'université TD Univ, Teacher du Net Univ. Alors, voici les contraintes qu'on a. Donc, je vous lis en fait après les échanges avec les responsables de TDN Univ, donc ce qu'il est ressorti. Il existe 3 cycles. Le premier cycle, le second cycle et le troisième cycle. Dans chaque cycle, on a plusieurs programmes. Un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs programmes. Par exemple, un élève au second cycle en informatique, donc qui est inscrit soit au DESS, au master ou en maîtrise, peut parallèlement s'inscrire à un certificat en développement mobile, un certificat par exemple en sécurité informatique ou bien décider de faire un diplôme par exemple de premier cycle en administration des affaires TI par exemple. Donc un étudiant peut s'inscrire à un cycle seulement s'il a validé tous les crédits du cycle antérieur ou s'il possède le diplôme sanctionnant la formation du cycle antérieur. J'explique cela. Un étudiant qui désire s'inscrire par exemple au second cycle doit avoir validé tous les crédits liés au diplôme de premier cycle ou encore être titulaire, donc posséder le diplôme sanctionnant la formation du premier cycle. Donc, par exemple, le baccalauréat dans le système américain ou la licence professionnelle dans le système francophone. On poursuit. Quand un étudiant s'inscrit à un programme, les cours associés à ce programme sont débloqués et l'étudiant peut s'inscrire à ces cours. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on a un programme, par exemple le programme de master ou maîtrise en mathématiques. Donc, quand vous vous inscrivez à un programme, évidemment, pour avoir votre diplôme, vous devez valider les cours dans ce programme-là. Mais pour pouvoir vous inscrire aux cours qui font partie de ce programme, au préalable, vous devez être inscrit au programme. Donc, ce qui se passe, c'est que par défaut, les cours associés au programme sont là, sont disponibles, mais sont bloqués pour tout étudiant qui n'est pas inscrit en fait dans ce programme. Et dès lors que vous vous inscrivez, alors ces cours-là sont débloqués et vous avez maintenant la possibilité de vous inscrire à ces cours. On poursuit. Pour certains cours, il existe un nombre de places délimité. Par exemple, on peut dire un cours d'anglais, le nombre de places maximum, c'est 30. Donc, on va mettre 30 places disponibles et puis, bien évidemment, les 30 premiers à s'inscrire pourront accéder à ce cours-là. Un étudiant peut s'inscrire à un cours s'il existe encore des places disponibles. Dans le cas contraire, on lui propose de s'inscrire sur une liste d'attente. Donc, pourquoi une liste d'attente? Parce qu'un étudiant peut s'inscrire ou se désinscrire. Donc, je m'inscris par exemple au cours d'anglais et puis par la suite des choses, je me rends compte que l'horaire du cours d'anglais, par exemple, coïncide avec l'horaire du cours de communication. Et le choix que je fais, c'est de me désinscrire au cours d'anglais. Dans ce cas-là, il y aura une place qui va se libérer et on va donc permettre à un autre étudiant de pouvoir venir s'inscrire. D'où le principe de liste d'attente. Un étudiant reçoit une notification par mail si une place se libère pour un cours pour lequel il est sur la liste d'attente. Le principe de fonctionnement est FIFO. FIFO qui signifie First In, First Out. Donc, le premier sur la liste d'attente sera celui-là qui recevra en fait l'alerte en cas où une place se libère. Donc, nous, on veut être capable de consulter la liste des cours, donc consulter la liste de tous les cours, consulter la liste des cours par cycle. Donc, si on prend le premier cycle, on veut pouvoir consulter la liste des cours associés au premier cycle, consulter le nombre de places disponibles pour un cours en particulier. On veut être capable d'inscrire un étudiant à un programme et à un cours, bien sûr. On veut afficher la liste des étudiants inscrits à un cours. On veut aussi afficher la liste des cours choisis par un étudiant. On peut poursuivre la liste ici et dire que, par exemple, on veut consulter la liste des programmes, on veut consulter la liste des
co-associer un programme. On peut rajouter d'autres trucs, par exemple liés au professeur, etc. Mais nous, on va se limiter à ce petit texte-là, ce petit exercice-là pour ne pas faire trop compliquer les choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement? Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de lire et relire, en fait, l'énoncé qu'on a là. Et la première étape, ça sera de extraire les entités à partir de notre lecture. Parce que nous sommes dans un travail de modélisation. Donc, qui dit modélisation parle d'extraction d'entités, de générer les propriétés, les cardinalités et de trouver les relations qui existent donc entre les différentes entités pour avoir en bout de ligne un modèle de données qu'on sera capable donc d'implémenter. Donc, notre premier travail, ça sera de générer nos entités. Alors, une entité, c'est quoi? Donc, on l'avait défini ensemble, si vous vous souvenez. Une entité, c'est tout simplement la description d'un concept manipulé dans un domaine d'études assez précis. Quelqu'un d'autre aussi pourrait dire que c'est un ensemble homogène d'informations qui vont correspondre donc à un même objet, voilà, à manipuler toujours. Donc, partant de cette définition-là, nous allons trouver nos entités ici. Donc, on va aller pas à pas et je vais vous expliquer ma méthode. Ma méthode, c'est que je prends phrase par phrase et j'essaie dans chaque phrase de voir si oui ou non il existe donc des concepts manipulés ou bien des ensembles d'informations homogènes relatives donc à un... Bref, vous avez compris en fait le système. Donc, on y va ensemble. Première phrase. Il existe 3 cycles. Premier cycle, second cycle et troisième cycle. Est-ce que dans cette phrase-là, je suis capable de trouver une entité? Moi, je vais dire oui. Et mon entité ici, ça va être cycle. Pourquoi? Parce que cycle, évidemment, ici, on a un ensemble d'informations. Dans le cycle, on va avoir les informations comme il s'agit de quel cycle. Et là, vous voyez de la parenthèse, on a mentionné, donc premier cycle, second cycle, troisième cycle. Et quand vous regardez, parce que la définition est claire, c'est que c'est un concept qui est manipulé dans un domaine d'études. Quand vous regardez, quand nous sommes dans un domaine universitaire, évidemment que cycle, c'est véritablement un concept autour duquel donc plusieurs activités peuvent graviter. Donc, on va dire par exemple que les étudiants du premier cycle font ceci, cela, ou les étudiants du dernier cycle, du troisième cycle du moins, ont accès à ceci, ont accès à cela et ont validé, etc. Donc, c'est un concept à part entière ici qui a toute sa place. Donc, pour nous, cycle ici va être une entité. Donc, je vais marquer comme ça cycle. Et je marque en fait au fur et à mesure. Et vous allez voir que je marque les entités au pluriel. Avant de poursuivre, je tiens à mentionner une chose. C'est que, en fait, la modélisation de base de données, c'est un peu comme une dissertation. Donc, à l'école, on nous a appris tous les règles pour pouvoir faire une bonne dissertation. Il faut faire ceci, il faut introduire le sujet, il faut poser la problématique, etc., etc. Mais en bout de ligne, si on a 40 élèves, on va avoir 40 dissertations différentes. Et le professeur, donc, se basant sur certains principes, va juger et donner des notes plus ou moins élevées. C'est pareil pour la modélisation. Si nous sommes 10 informaticiens, on risque d'avoir 10 modélisations différentes. Comment donc déterminer la meilleure modélisation? On va regarder en fait laquelle des modélisations donc colle plus aux définitions qu'on a des différents concepts. Et deuxièmement, on va voir très souvent au niveau même de la mise en place, par exemple, quelle est celle qui est plus optimale ou pas. Troisième astuce aussi qu'on verra plus tard, c'est qu'il existe en fait des règles. Je vais même dire que ça, c'est la première astuce. Voilà, il existe une règle qui permet donc d'optimiser nos modélisations. Ça, on va le voir plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de mettre une pause, de faire vous-même vos modélisations et puis de faire ressortir vos entités et de revenir à la vidéo et voir ce que moi j'aurais trouvé, ce qu'on aurait trouvé ensemble. Mais ne vous inquiétez pas encore une fois, si ce que vous trouvez diffère de ce que je trouve ici,
une modélisation, c'est comme une dissertation. Logiquement, on ne devrait pas trouver la même chose, même si il faut que nécessairement certains éléments se ressemblent. Donc, dans la deuxième phrase, on dit, dans chaque cycle, on a plusieurs programmes. Moi, je vois encore programme comme une autre entité parce que, bien évidemment, programme va regrouper un certain nombre d'informations et programme est un concept à part entière, donc dans un domaine universitaire. Donc, je vais marquer deuxième entité programme. On dit un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs programmes. Donc, étudiant, ça se passe de commentaire. Il faut que je le marque là, comme entité. Donc, on poursuit, on dit par exemple un élève inscrit au second cycle en informatique, 2SS, master ou maîtrise, peut parallèlement s'inscrire à un certificat en développement mobile, etc. Alors, dans cette phrase, on a élève, on a second cycle en informatique, etc., peut parallèlement. Ici, élève, logiquement, est aussi une entité. Mais attention, il y a un piège. Si vous regardez dans la phrase précédente, j'ai mis un étudiant. Ici, j'ai mis un élève. Donc, quelqu'un peut être tenté de mettre étudiant et élève comme des entités distinctes, alors qu'en réalité, ces deux entités-là réfèrent à la même chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on choisit. On est libre de nommer nos entités comme on veut, donc on peut choisir comme entité étudiant, comme entité élève, mais on ne peut pas avoir entité étudiant et élève. Pourquoi? Parce que les deux réfèrent à la même chose, comme je disais. Donc, c'était une petite subtilité pour faire comprendre que dans les cas pratiques, en fait, souvent on va utiliser des noms différents d'une phrase à l'autre, mais en réalité, si vous prêtez bien attention, vous remarquerez que parfois, donc, ces noms différents-là réfèrent vers une même entité. Donc, je reprends la phrase. Par exemple, un élève inscrit au second cycle, on a déjà trouvé cycle, c'est pas la peine. En informatique, 2SS, master ou maîtrise peut parallèlement s'inscrire à un certificat en développement mobile. Moi, je ne vois pas d'entité dans cette phrase. La phrase suivante. Un étudiant peut s'inscrire à un cycle seulement s'il a validé tous les crédits du cycle antérieur ou s'il possède le diplôme sanctionnant la formation du cycle antérieur. Alors, est-ce qu'on a des entités dans cette phrase? Un étudiant peut s'inscrire à un cycle seulement s'il a validé tous les crédits. Alors, est-ce que crédit ici peut être entité? Moi, je vais dire non parce qu'en réalité, on parle de crédit lié à un cycle. Donc, crédit en tant que tel n'a pas une existence ici, je vais dire autonome. Il est directement lié à un cycle. Voilà, c'est pas quelque chose que nous, on va nécessairement manipuler directement et puis lui associer ou lui retirer des attributs, etc. Donc, crédit ici n'est pas en fait une entité. Donc, on poursuit, on dit un cycle antérieur ou s'il possède le diplôme sanctionnant la formation du cycle antérieur. Alors, est-ce que diplôme ici peut être une entité? Une question à se poser. Donc, moi, je suis tenté de dire que je peux mettre diplôme comme une entité. Mais est-ce que, par exemple, diplôme peut avoir des attributs? Question. Est-ce que diplôme a une existence propre, une existence autonome? Question. Diplôme, si on regarde bien, est lié à un programme. Donc, quand tu effectues un programme, à la fin du programme, tu valides, par exemple, tous tes cours ou tous tes crédits. Il y a un diplôme qui est décerné. Donc, ça peut être le diplôme, par exemple, de maîtrise en informatique. En réalité, diplôme de maîtrise en informatique sanctionne le programme de maîtrise en informatique. Donc là, est-ce qu'on le met comme entité? Est-ce qu'on ne le met pas comme entité? Je vous laisse réfléchir. On va faire le décompte ensemble. 3, 2, 1. Je ne mettrai pas alors diplôme comme entité. Je vous dirai pourquoi par la suite. Donc, on poursuit. Mais ceux qui ont mis diplôme comme entité, ils n'ont pas tort, hein? Mais moi, je ne le mettrai pas et je vous dirai pourquoi. Donc, on dit, quand un étudiant s'inscrit à un programme, les cours associés à ce programme sont débloqués et l'étudiant peut s'inscrire à ces cours. Alors ici, dans cette phrase, moi, je vois cours comme entité et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Pour certains cours, il existe un nombre de places limité. Donc, nombre de places. Est-ce que place est une entité? Oui ou non? Je dirais que non, tout simplement. Parce que comment même on trouve des attributs à place? Voilà, une place et une place. On a un nombre de places et puis c'est fini. Donc, place n'a pas une existence propre en tant que telle. Un étudiant peut s'inscrire à un cours s'il existe encore des places disponibles. OK, on poursuit. Dans le cas contraire, on lui propose de s'inscrire sur une liste d'attente. Donc, moi, je trouve ici liste d'attente comme
entité. Alors, pourquoi liste d'attente comme entité? Je vais vous le dire parce que tout simplement, on peut avoir plusieurs listes d'attente, OK? Avec des propriétés particulières. Donc, on peut avoir une liste d'attente pour le cours de mathématiques 1, une liste d'attente pour le cours de mathématiques 2, etc. Et dans la liste d'attente, on peut trouver le nombre d'élèves inscrits à cette liste d'attente, des particularités. Voilà, on peut trouver une date de début, une date de fin, à quel moment on décide que voilà, c'est clos définitivement, etc., etc. Un étudiant reçoit une notification par mail sur une place se libère pour un cours lequel il est sur la liste d'attente. Donc là, ce qui pourrait être comme une entité ici, ça peut être notification. Alors, est-ce que ça a de l'intérêt pour nous dans le domaine qu'on est en train de manipuler ici? Question. Notification. Notification, on le met ou pas? On se répète dans la tête, c'est quoi identité? Identité, c'est un ensemble d'informations homogènes, donc liées à un objet manipulé dans un domaine d'étude ou qu'on souhaite informatiser. Alors, une notification ici peut avoir des propriétés. L'heure de la notification, voilà, ça concerne quoi la notification, etc., etc. Alors, est-ce qu'on décide que c'est une entité ou pas? Comme on n'est pas sûr, ce que je fais, c'est que je mets comme ça une parenthèse notification. Et par la suite, je verrai. C'est comme ça que je procède en fait. Donc, je vous montre. Donc, par mail, si une place se libère pour un cours, etc. Donc, le principe de fonctionnement est FIFO. Là, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a juste une information, en fait. Ben, c'est pas, voilà, quelque chose qui est nécessaire pour nous dans notre modélisation. Donc, voici, en fait, les entités qu'on a fait ressortir. Cycle, programme, étudiant, cours, liste d'attente, et puis notification, bon, qu'on ne sait pas trop. Et là, on les a mis comme ça. C'est la première étape qu'on vient de terminer. Et on va poursuivre en fait la deuxième étape. Et ce qu'on va essayer de faire dans la deuxième étape, c'est de clarifier en fait ce qu'on garde ou pas comme entité et de créer, de trouver en fait les relations qui existent entre les entités qu'on vient de faire ressortir. Et comme on le sait, nous sommes dans un domaine, donc un modèle relationnel, ce qui veut dire que on doit obligatoirement créer des liens, des relations donc, entre nos différentes entités. Donc, merci et puis à bientôt pour la suite.